Ce podcast partage l'histoire de Luce. Luce a participé à un projet de recherche sur les expériences d'exclusion et d'inclusion sociale parmi les personnes vieillissantes atteintes de neurodiversité et leurs proches. Notre projet a permis de recueillir les témoignages de personnes en situation de neurodiversité, âgées de 45 ans et plus, et de leurs proches, sur leur vie, leur expérience du vieillissement, leurs forces, leurs espoirs et leurs rêves, leurs réalités, leurs besoins et leurs souhaits en matière de logement, leurs expériences avec les services sociaux et de santé, ainsi que leurs réseaux sociaux et les aides dont ils bénéficient. Les objectifs du projet étaient de mettre en avant ces voix et de plaider en faveur de programmes et de politiques plus inclusifs qui tiennent mieux compte des réalités des personnes âgées atteintes de neurodiversité et de leurs proches, des défis qu'ils doivent relever et de l'action qu'ils mènent. Merci à Luce d'avoir partagé son histoire avec nous. Luce est une femme âgée de 61 ans vivant à Montréal avec son mari. C'est mon âme sœur. Avec le soutien et l'encouragement de sa sœur ainsi que de son mari, Luce a agi comme principale source de soins pour son grand frère, et ce pendant 14 ans. Luce a commencé son histoire en racontant qu'elle a grandi dans une famille aimante. Elle est la plus jeune de 3 frères et sœurs. L'aîné est son frère O, né en 1955 et qui vit avec un handicap. La sœur aînée de Luce, P, est née en 59 et est l'enfant du milieu. Luce affirme qu'elle a toujours connu mon frère et que la dynamique familiale était déjà là au moment où Luce est née. O a été évalué pour la première fois pour des retards développementaux lors de la petite enfance. C'est à ce moment qu'il a été diagnostiqué avec une déficience intellectuelle ainsi qu'une paralysie cérébrale. Dès l'enfance, O éprouvait des difficultés avec sa motricité fine, son hygiène personnelle et le fonctionnement de la salle de bain, le raisonnement, et faisait parfois des crises de colère, ce qui a fait en sorte que les soins et la supervision faisaient partie de la routine quotidienne et de la famille. Je pense que parce que O exigeait beaucoup d'attention, moi et ma sœur, on a grandi très vite. Luce se souvient du moment où les professionnels impliqués dans son traitement ont décidé, à l'âge de 16 ans, qu'O devait aller dans un hôpital psychiatrique. Ils ont déterminé qu'il avait déjà pris tout ce qu'il pouvait dans son ancienne école spécialisée. Alors, en 1970, ils ont fait un 360, où ils voulaient comprendre combien il allait encore apprendre, comment était son développement, de quel type de soins il aurait besoin pour atteindre le maximum de son potentiel. Alors, ils ont confirmé qu'il souffrait d'infirmité motrice cérébrale et qu'il avait des limitations au niveau du développement intellectuel. C'est là qu'ils ont déterminé que s'il restait à la maison, il n'allait pas pouvoir s'épanouir. Parce qu'il était surprotégé. Il n'allait pas pouvoir devenir autonome. Pendant une dizaine d'années, O a passé ses semaines à l'hôpital et rentrait au domicile familial tous les week-ends. C'était une période difficile pour toute la famille, surtout pour O. O était résigné au fait qu'il devait rester là. Il était triste de quitter la maison quand il était ramené en voiture par nos parents chaque dimanche. Ses déplacements pour le déposer à l'hôpital, c'était dur. C'est déchirant. Pour mes parents, pour ma sœur, pour moi. En y repensant, je pense quand même que c'est la bonne chose à faire. On comprenait à l'époque qu'il devait aller de l'avant pour son propre bien, pour qu'il devienne autonome. Devenir plus autonome était un facteur de motivation pour O, qui était déterminé à être plus indépendant afin de pouvoir vivre seul, puisqu'il désirait contrôler ses choix, son emploi du temps et ses activités quotidiennes. Il voulait faire ses propres affaires. Il voulait pas avoir de restrictions quant à ses heures d'arrivée, de départ, ce qu'il mangeait, tout ça. Il a donc réussi à devenir plus autonome, mais en même temps, on était toujours impliqués. Il venait dans ma famille, chez mes parents, il restait toujours en contact avec nous. O a finalement pu quitter l'hôpital psychiatrique et a vécu plusieurs changements de logement, notamment puisqu'il a vécu dans des ressources de type familial, avant d'atteindre finalement son objectif de vivre dans son propre appartement. L'appartement dans lequel il est resté pendant de nombreuses années était situé au-dessus d'une animalerie, ce qui était un bon emplacement pour O car en tant que noctambule, il pouvait jouer sa musique et se promener dans son appartement sans déranger les voisins. Les prestataires de services surveillaient fréquemment O chaque semaine pour l'aider à conserver une bonne hygiène et propreté ainsi que pour s'assurer qu'il ne gardait pas tout au point d'encombrer son appartement et d'en faire un risque pour sa sécurité, puisqu'il avait tendance à accumuler des objets non nécessaires. Luce raconte que la décision la plus difficile que ses parents aient eu à prendre a été de placer O sous un régime de protection auprès du curateur public lorsqu'il était âgé de 18 ans. À l'époque, c'était la seule façon d'assurer son éligibilité au service. Luce a déclaré « C'était la pire, la plus difficile des décisions à prendre. Mais s'il l'avait pas fait, il n'aurait pas pu avoir accès à aucun service pour mon frère,
qui allait avoir 18 ans, puis pour lequel il n'y avait plus rien. Mes parents sont restés très impliqués. Mon frère venait les voir tous les week-ends, mais il était dans un environnement qui l'aidait à continuer, à le soutenir, à lui fournir les services qu'il n'aurait pas pu avoir s'il était resté dans la cellule familiale. Luce a parlé avec amour et respect des nombreuses forces d'eau au cours des 2 entretiens. Mon frère connaît le système de transport en commun, plus que quiconque dans la ville. Il est tellement intelligent à bien des égards, mais c'est ça, dans la situation d'eau, c'est très unique parce qu'il est très intelligent. C'est en fait quelque chose qui frustrait beaucoup mon père. Comment est-ce qu'il pouvait être si fort à bien des égards, puis en même temps, pas avoir de raisonnement? C'était toujours une telle contradiction dans le sens où il était si intelligent, puis en même temps, il y avait des limites là, qui rendaient le défi encore plus grand. Il y a une limite à son raisonnement, puis il a sa propre façon de penser. T'sais, on doit s'adapter à ça. Luce a décrit O comme étant très social et amical, prête à parler à tout le monde et à établir des liens durables, peu importe le milieu dans lequel il se trouvait. Par exemple, il a passé quelques mois dans un centre de réadaptation où il a reçu un soutien après s'être cassé la hanche. À cette époque-là, il était épanoui. Il prenait ses repas, il faisait de l'éducation physique comme il devait. Il adorait ça en plus. Il y avait toutes sortes d'activités. Il aurait même souhaité pouvoir y rester plus longtemps. Malgré sa sortie de l'hôpital, il est retourné pour garder le contact avec les personnes qu'il avait rencontrées là-bas. Il s'était lié à elles. Il les avait adoptées. Et vice-versa. Luce a également décrit qu'O a été très habile pour satisfaire ses besoins tout au long de sa vie et qu'il s'adressait souvent à sa famille, aux personnes de ses différents réseaux et même parfois à des inconnus lorsqu'il avait besoin d'aide. Selon Luce, il s'agissait à la fois d'une compétence et d'un défi. Ça signifiait parfois que, il va vers des personnes qui vont avoir l'humanité puis la bienveillance pour s'occuper de lui, puis il va retourner donc tout le temps vers elles pour ça. Luce a donné l'exemple d'une femme qui travaillait dans une station-service près de chez lui, qui avait été placée dans une famille d'accueil dans son enfance et qui pouvait donc établir un lien avec O. O allait la voir régulièrement et s'il lui demandait de l'aide, elle essayait de le soutenir. En parlant d'elle-même et de sa sœur, Il y a un peu de tremblement dans les mains. Sa coordination est affectée, puis tout ce qui nécessite de la précision, il a beaucoup de mal à le faire. Alors, il a besoin d'aide pour qu'on fasse des choses pour lui. Puis aussi parce qu'il ne ferait pas nécessairement de lui-même, là, à moins que quelqu'un l'incite à le faire. Alors, pour une jeune fille, là, d'avoir déjà ce genre de pression-là, d'être toujours là pour son frère, c'est sûr que ça a eu un impact. J'ai jamais rien connu de différent, donc ma sœur non plus d'ailleurs, mais c'est sûr qu'on est devenus des systèmes de soutien pour mon frère très, très tôt dans nos vies. Mes parents nous ont fait asseoir puis nous ont expliqué la situation parce que c'était difficile quand on était enfant. les choses n'ont pas toujours été faciles pour Luce en grandissant. Lors de la petite enfance, Luce a souffert de différentes maladies qui l'ont empêché d'aller à l'école et sa mère a donc dû diviser son attention entre elle et O. Luce s'est dit que c'était probablement plus difficile pour sa sœur qui était au milieu. Luce a expliqué qu'elle mangeait pour affronter la situation. La nourriture est devenue un exutoire pour elle et la situation était à son paroxysme lorsqu'elle était adolescente, entre 13 et 14 ans. La relation de Luce avec sa sœur a également souffert, car elles ont fait face à la situation à la maison, mais de manière différente. Même si Luce voulait avoir une sœur dans sa vie, ce n'était pas toujours facile. Cependant, depuis que leurs parents sont décédés, Luce dit qu'elle et sa sœur ont pu renouer le contact et ont maintenant une relation plus étroite. Ça m'a épanouie quand je suis arrivée au cégep et à l'université. Après cela, Luce a excellé dans sa carrière en tant que directrice de division dans une entreprise nationale. En 2015, Luce a reçu un diagnostic de cancer du sein. Après avoir suivi un traitement avec succès, elle a décidé en 2017 de prendre le temps de réfléchir à son équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mon mari prenait sa retraite au même moment. Alors j'ai fait une pause entre 2017 et 2020 pour réfléchir puis me dire, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puis prendre plus de temps pour me soigner. J'avais pas de cancer à l'époque, mais ça m'a fait peur. Puis j'ai fait une pause avant de décider. J'ai fait du bénévolat pendant quelques années avant de reprendre mon travail à temps partiel puis de faire quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, travailler dans une maison de retraite. En me parlant de ses parents, Luce a dit Mes parents, ils ont travaillé ensemble. Ils ont vraiment retroussé leurs manches, puis ils ont fait en sorte qu'on restait une unité qui allait prendre soin les uns des autres. Puis ils sont restés ensemble jusqu'à la fin. Mes parents, ils étaient très amoureux, très unis.
Puis bien que le fait d'avoir un enfant handicapé, ça puisse être difficile, dans leur cas, ça les a vraiment unifiés. Ma mère a été la clé passe-partout, là, la soignante pour O, jusqu'à sa mort, en 2019. La mère de Luce a été extraordinairement impliquée en tant que soignante dans les premières années, lorsqu'il n'y avait pas de service disponible. Le père de Luce était médecin et travaillait beaucoup. Elle n'a donc pas eu l'occasion de le voir souvent pendant son enfance. Grâce à ses connaissances et à son expertise en médecine, le père de Luce a contribué à ce que O reçoive diagnostics et traitements appropriés et a participé aux décisions médicales et administratives tout au long de sa vie. Luce a raconté qu'à l'âge adulte, elle a rencontré de nombreuses personnes qui travaillaient avec son père et le connaissaient. Je pense que j'ai appris à le connaître beaucoup plus grâce à ces rencontres-là. 11 ans après son décès, j'entends encore tellement de bonnes choses sur lui. C'est vraiment génial. Tout au long de son histoire, Luce a raconté les triomphes et les difficultés d'avoir un membre de sa famille proche atteint d'un handicap neurologique. Luce nous a dit que c'était parfois difficile pour elle, sa sœur et ses parents, et qu'elle pouvait parfois être frustrée et impatiente avec O. Luce a décrit différents exemples de fois où les besoins de son frère devenaient accablants. Elle a d'ailleurs mentionné un moment significatif dans les années 80, au cours duquel ses parents, sa sœur et elle, ont eu une réunion avec un prestataire de service. Lors de cette réunion, on lui a demandé comment elle se sentait pour la toute première fois. Luce a expliqué que vivre à la maison était parfois difficile, car elle ne se sentait pas toujours à l'aise d'inviter des amis, et que même au sein de la cellule familiale, C'était difficile d'être soumise à un environnement stressant parce que tout était centré sur lui. Luce a décidé de quitter la maison familiale après avoir obtenu son diplôme universitaire à l'âge de 24 ans. Je voulais vraiment avoir ma liberté, être dans mon propre espace, mon propre appartement. Luce a rencontré son premier conjoint en 1989 alors qu'elle avait 30 ans. Elle et son conjoint ont emménagé en Angleterre, où ils voulaient saisir une occasion d'emploi. Luce a passé son temps à l'étranger à faire du bénévolat, à suivre des cours d'informatique et elle s'est même inscrite à l'université pour obtenir une maîtrise en affaires. Mon conjoint de fait de l'époque m'a dit J'ai une opportunité, pourquoi pas en profiter, partir. Avant de partir, il savait déjà que mon frère allait faire partie de ma vie, puis que si je décidais d'aller en Europe, ce serait juste pour un certain temps, parce que je devrais éventuellement retourner à Montréal. Alors j'ai dit OK, faisons 3 ans, puis on verra à partir de là. Mais c'est sûr que je vais revenir. C'était une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché d'ailleurs. Luce a expliqué que son ex-conjoint n'acceptait pas O. Elle a raconté le moment où il a rencontré O pour la première fois. Il m'a dit qu'il pouvait pas supporter ça, que c'était pas quelque chose avec lequel il était à l'aise. Alors, quand il m'a dit qu'il voulait mettre fin à la relation puis passer à autre chose, je me suis sentie plutôt soulagée. J'ai pas lutté parce que j'étais pas heureuse non plus. Luce a mentionné qu'elle se sent profondément enracinée à Montréal et qu'elle a finalement quitté l'Angleterre par ses propres moyens lorsqu'elle avait 32 ans. J'ai rencontré un psychologue pendant de nombreuses années. Pendant cette période-là, c'est vraiment le soutien du psychologue qui m'a aidé à m'épanouir puis à trouver ma vocation, mes goûts, mes intérêts personnels. Parce que j'avais jamais vraiment pensé à ce qui était intéressant pour moi. Je pensais toujours soit au travail, soit à mon frère, soit à ci, à ça. J'ai changé de carrière en même temps. Mais le soutien du psychologue, ça a été vraiment essentiel pour que je trouve ma propre voie. Puis après que quelqu'un de plus objectif a été capable de me donner une autre perspective aussi, c'est sûr que ça m'a aidé à m'épanouir, à devenir qui je suis. C'était essentiel pour moi de passer par la dynamique familiale. Même à un moment donné, le psychologue m'a dit « Êtes-vous capable, pendant un certain temps, de vous déconnecter de votre famille, de votre frère, de votre sœur? Pouvez-vous vous éloigner d'eux, juste pas vous impliquer autant pour pouvoir vous concentrer sur vous-même pendant un certain temps? » J'ai réalisé à quel point on s'enfonce dans le quotidien, sans se rendre compte qu'on s'encroute. On pense juste plus. Ça m'a vraiment aidé à trouver ma voie. C'est probablement la raison pour laquelle je suis plus forte maintenant, puis que j'ai pu être ouverte à trouver une relation plus tard. C'est au cours de cette période que Luce a découvert la danse salsa. Elle a également exprimé que c'est à ce moment qu'elle s'est le plus épanouie. C'est également le catalyseur de sa rencontre avec son mari actuel, qu'elle a épousé en 2016. Dans cette relation, il était important pour Luce que son compagnon ait des valeurs similaires aux siennes et a affirmé Il doit accepter mon frère. Il doit accepter ma famille. Les circonstances de ma première relation étaient pas propices à la naissance d'enfants parce que je pensais pas que ma relation était assez solide. J'allais pas intégrer des enfants dans cette équation-là.
à moins de savoir qu'il allait avoir une unité familiale solide, là. Luce a déclaré qu'elle aimait les enfants et qu'elle les aurait bien accueillis dans sa vie, mais elle avait déjà 45 ans lorsqu'elle a rencontré son mari actuel, et elle pense donc que le destin a décidé qu'elle n'aurait pas d'enfants à elle. Pourtant, Luce n'a aucun regret, et elle aime ses deux beaux enfants rendus adultes qui lui apportent beaucoup de joie. Après le décès de sa mère en 2009, Luce a promis à son père, alors âgé de 89 ans et à ce moment incapable d'assumer les soins d'eau, d'être toujours là pour son frère. Ces dernières années, surtout depuis le décès de mes parents, c'est mon mari et moi qui avons été les plus proches d'eau pour son soutien quotidien. Il nous appelait tous les jours, ben, presque tous les jours, là, tous les 2 jours, pour retourner à son appartement. La télé marchait pas ou il devait changer une ampoule, n'importe quoi, là, n'importe quelle raison en fait. Enfin, il nous sollicitait tout le temps. Puis, ben, on était dans son appartement au moins 2, 3 fois par semaine. Puis, on a réalisé que l'appartement, ben, c'était pas propre. Il s'en occupait pas. C'est aussi un accumulateur. Alors, ça nécessitait le soutien des intervenants qui travaillaient avec lui sur une base mensuelle pour faire un gros nettoyage. Ce qui était toujours très difficile pour lui parce qu'il veut tout garder, là. C'est une sécurité, hein. Il veut être sûr qu'il va manquer de rien. On a repeint l'endroit, on a changé les meubles, on a vraiment tout changé là, pour nous assurer qu'il était dans un environnement qui était salubre. Puis ensuite, ben, tu arrives 2 semaines plus tard, puis tous les tiroirs sont complètement à l'envers, puis tout doit être recommencé. Lorsqu'elle a parlé des recommandations relatives aux services de santé et aux services sociaux pour les personnes vieillissantes en situation de neurodiversité, Luce a dit qu'elle avait l'impression que personne ne s'occupait d'eau. Luce s'inquiète pour les soins d'eau, surtout si personne d'autre qu'elle et sa sœur n'est là pour le défendre. C'est troublant pour nous, en tant que famille, parce que, on ne sera pas là pour toujours. Si quelque chose nous arrive, là, j'ai vraiment peur de penser à ce qui pourrait lui arriver si on n'est plus là. Luce a raconté qu'elle et sa sœur ont créé une fiducie et désigné 2 amis et un cousin pour s'occuper des choses lorsqu'elles ne seront plus là. Elle se demande également ce qui arrive aux personnes qui n'ont personne pour s'occuper d'elles. C'est comme si elles étaient laissées à elles-mêmes. Les services manquent de suivi, puis il n'y a pas de système pour suivre l'évolution des besoins des personnes là, qui sont sous leur responsabilité. Luce a déclaré qu'il était effrayant de penser que quelqu'un qui est dans une position vulnérable est à la merci des soins du gouvernement de la part de personnes qui ne les connaissent pas bien en raison du changement constant des employés. J'aurais aimé avoir la possibilité d'avoir un examen annuel, puis un soutien avec des psychologues qui nous donnent un aperçu des outils pour comprendre c'est quoi les prochaines étapes, ce qu'on peut anticiper, ce que notre frère va traverser, et voici comment ça peut vous affecter, ou bien ce à quoi vous devez faire attention. Mais aussi juste de savoir qu'on travaille tous dans la même direction, qu'on comprend que tout ce qu'on fait, ben, ça a un impact sur ce qu'eux, ils essaient de faire, puis il faut qu'on puisse juste travailler ensemble, en tandem. S'il y a un message, c'est que si on est capable d'avoir plus de continuité, plus de communication entre toutes les parties impliquées là, dans les soins d'une personne qui a des déficiences intellectuelles et physiques combinées, ce serait vraiment un soulagement pour toutes les personnes impliquées. Puis mon frère, ben, serait celui qui en bénéficierait le plus. Luce a également mentionné l'importance des services communautaires et le fait que le travailleur communautaire M, qui travaille dans l'organisation dans laquelle O participe à des activités, est devenu un allié. Luce a notamment mentionné qu'elle avait rencontré M pour la première fois lors des funérailles de sa mère, auxquelles M ainsi que plusieurs personnes des différents réseaux sociaux d'O ont assisté. Luce a raconté qu'O a toujours gardé ses relations sociales à l'écart de sa famille et a expliqué qu'à l'enterrement, Là, je vois tous ces gens qui viennent voir mon frère. Je les avais jamais vus avant, là, jamais rencontrés. Puis de l'autre côté, les amis savaient pas qu'il y avait une famille comme la nôtre. J'ai entendu quelqu'un dire « Ah, t'as une sœur, t'as 2 sœurs, t'as un père. » Puis toute la famille, là, les cousins, les oncles. Donc, il a vraiment fait en sorte qu'on se connaisse pas parce que lui, ça lui va bien. Il est vraiment intelligent, il est très, très intelligent. Puis il sait comment jouer pour obtenir ce qu'il veut. C'est probablement un très bon mécanisme de protection qui lui permet de dire OK, je vais obtenir ce que j'ai besoin, puis c'est de cette façon-là que je vais l'obtenir, par le biais des sentiments. Je vais pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin. C'est la survie. C'est la survie, puis c'est bien.
Dans sa réflexion, Luce a déclaré qu'elle était reconnaissante d'avoir rencontré M et d'avoir pu lui parler de ses préoccupations et de ses questions concernant la situation et les soins de O. Luce a raconté que son frère a dû subir de nombreuses transitions au cours de sa vie, notamment plusieurs changements de logement au fil des ans. Récemment, il a dû faire face à de nouvelles restrictions COVID-19. Et Luce a raconté que cela a été difficile pour O de s'adapter. Luce a également décrit comment le vieillissement a été un défi pour O. Il accepte pas le fait de vieillir. Il trouve ça vraiment très difficile. Il a dû se réadapter à la baisse de sa vue, de ses fonctions motrices. C'est juste au cours des dernières années qu'on a réalisé qu'il ne pouvait plus vivre dans ce type d'appartement-là parce qu'il y avait des problèmes avec... en fait, il est tombé à un moment donné. Il s'est cassé la hanche, puis il a dû subir une opération. C'est donc le bon moment. Le bon moment pour nous dire, OK, vous savez quoi? Peut-être le temps de passer à autre chose, un autre type de ressources qui va être plus sûr pour lui. Le coup de pouce final a été donné lorsque la personne qui s'occupait de lui depuis de nombreuses années et en qui O avait confiance a annoncé son départ pour la retraite. L'aide-soignante a dit au gouvernement, au département, qu'elle prenait sa retraite en mai. Puis en juillet, on savait pas où il allait. Puis il devait déménager en août. C'est là qu'est survenue l'urgence de trouver quelque chose, sans aucune planification, sans penser à l'impact que ça aurait sur mon frère. C'est vraiment le chaos qu'on a dû traverser à cette époque. Mais finalement, on a eu beaucoup de chance de trouver quelque chose. Mais tout ça, ça a été fait dans l'urgence, alors que ça aurait pu être évité. Il a 67 ans, puis même s'il ne voulait pas déménager, il ne voulait pas changer. Le changement devait se faire, mais c'était trop soudain. Je me demande vraiment parfois là, si on n'avait pas été là en tant que famille pour l'aider. J'ai peur de penser à ce qui serait passé. Vous savez, en ce qui concerne la transition, la possibilité de l'aider à passer à une ressource intermédiaire. Bien que la transition ait été difficile au début, Luce est heureuse d'annoncer durant le dernier entretien qu'il semble maintenant s'installer dans sa nouvelle ressource intermédiaire, dans laquelle il a emménagé en 2021, et Luce espère qu'il pourra y vivre pour le reste de sa vie. Cependant, l'influence négative de l'un des autres résidents sur O a suscité de nouvelles inquiétudes qui ont entraîné des difficultés dont Luce et sa sœur n'ont été informés que récemment par les ressources humaines. Cette situation n'a fait que renforcer les inquiétudes de Luce concernant le manque de communication de la part du curateur public et le manque de coordination des soins par le système avec la famille. Luce a partagé ses réflexions et avec une pointe de tristesse en mentionnant « Mon espoir, c'est qu'on puisse continuer à prendre soin de lui. J'aimerais lui survivre pour qu'il n'ait pas à vivre la même perte que lorsque nos parents sont décédés. » Une grande partie de l'histoire de la vie de Luce implique son frère, ses soins et son bien-être. Mon frère est toujours dans mon esprit. Luce et sa sœur ont également appris au fil des années qu'elles devaient mettre en place des limites pour leur frère afin de maintenir une relation saine avec lui, de favoriser leur propre santé et leur bien-être et d'avoir plus d'énergie à donner à long terme et en vieillissant. Luce a terminé ses entretiens en soulignant qu'elle a beaucoup d'amour et d'admiration pour O. En tant que personne, il est honnête, il est intelligent, il est généreux, très doux. Il a tellement un grand cœur. Je suis très fière d'être sa sœur.